son cœur battant si fort qu'elle entendait le sang circuler dans ses oreilles. Ce n'était pas un défaut de construction. C'était impossible et pourtant c'était là. Elle se frotta les yeux plusieurs fois. La porte était toujours là, solide et réelle, comme si elle l'avait attendue pendant toute cette décennie de travail solitaire. Elle tendit une main hésitante et effleura la surface du bois. C'était froid et tout à fait réel. Guyet tenta de rationaliser le phénomène comme une bonne archiviste. Était-ce une hallucination due à la fatigue ou au surmenage? Mais non, tous ses sens étaient étrangement aiguisés. Elle ressentait une énergie froide mais invitante émaner de la porte de bois. Elle se baissa pour ramasser sa chaise tout en s'efforçant de garder son calme légendaire. Elle devait aborder le problème de manière méthodique. Premièrement, elle vérifia l'heure exacte. 19h02. La porte n'était apparue qu'après la 7e sonnerie précise. Deuxièmement, elle examina les environs immédiats. Il n'y avait pas d'interrupteur, pas de fils électriques et aucun signe d'intervention physique humaine. Troisièmement, elle étudia la porte elle-même. La peinture vert de gris portait la texture du vieux chêne, peut-être centenaire. Guyet chercha un loquet. Elle remarqua alors un petit détail, un cercle de bronze noir encastré dans le bois à portée de main. Ce n'était pas une poignée classique mais un trou de serrure étrange. Guyet toucha le cercle de bronze et constata qu'il était glacial. Elle se souvint soudain d'un vieux badge qu'elle portait souvent sur sa veste de bibliothécaire. Ce badge était un cadeau précieux de sa grand-mère, une ancienne professeure d'histoire passionnée. Il représentait une fleur de lotus stylisée faite de laiton ancien. Une forte intuition, presque une voix intérieure, la poussa à agir immédiatement. Elle détacha le badge de sa veste et l'inséra avec précaution dans la fente du cercle de bronze noir. Un bruit mécanique sec retentit alors. Le cercle de bronze pivota légèrement et la plaque numéro s'éteignit une lueur vert vif. La porte ne s'ouvrit pas vers l'extérieur mais elle tourna sur un axe invisible, glissant littéralement dans le mur de béton. Lorsqu'elle fut complètement ouverte, Guyet ne vit pas un autre couloir sombre de la bibliothèque. Au lieu de cela, elle vit une scène qui appartenait à un autre temps. Une rue apparut devant ses yeux ébahis. Ce n'était pas le Hanoï moderne, bruyant de klaxons et de motos incessantes. C'était une rue pavée, bordée de vieilles maisons à l'architecture française élégante. De faibles lumières jaunes provenant de lampadaires publics et de l'intérieur des fenêtres se déversaient sur la chaussée humide, rendant l'air mystérieusement brumeux. Les passants étaient rares et ils ne portaient pas de vêtements contemporains. Elle vit des hommes coiffés de feutre, vêtus de vestons et de pantalons amples. Elle aperçut des femmes en robes traditionnelles aux pans flottants dans le vent léger. L'odeur du charbon de bois, le parfum de la soupe et l'odeur persistante de la bruine se mélangeaient dans l'air frais. Plus important encore, Guyet aperçut une automobile noire garée au bord du trottoir. C'était un modèle de collection qu'elle n'avait vu que dans des livres d'images d'archives. La plaque d'immatriculation portait une police et un symbole qui n'existaient plus depuis longtemps. Elle entendit alors une voix masculine venant de l'autre côté de la porte. Un homme disait à son patron qu'ils avaient une réunion ce soir encore et qu'ils devaient remettre ce secteur d'ici demain matin. Une voix grave et fatiguée répondit qu'on ne pouvait rien y faire car le vent tournait, mais qu'au moins ils avaient réussi à conserver ces livres précieux. Guyet reconnut immédiatement l'importance de ces mots. En tant qu'archiviste, elle connaissait parfaitement l'histoire de sa chère bibliothèque. Elle comprit qu'elle assistait au jour du transfert de l'administration du secteur de Hanoï après les accords de Genève. C'était l'année 1954. Elle se tenait au seuil du temps lui-même. La porte numéro 7 ne menait pas à une salle au trésor matériel mais à un autre moment de l'histoire. Guyet prit une profonde inspiration et sentit l'air froid lui pénétrer les poumons. À cet instant précis, tout ce qu'elle avait connu s'évanouit. Elle n'était plus seulement une femme méticuleuse, elle était une exploratrice devant la porte la plus extraordinaire de l'histoire humaine. Elle regarda la rue avec fascination. Un vendeur de journaux passa à vélo et sa cloche tinta joyeusement. Il était 19h03. Elle se demanda combien de temps cette porte allait rester ouverte. Guyet franchit finalement le seuil d'un pied.
Elle sentit la brique humide sous la semelle de sa chaussure en cuir. C'était froid et légèrement glissant. Elle sortit son autre pied et s'éloigna complètement de la bibliothèque silencieuse de 2024 pour entrer dans la nuit de Hanoï de 1954. Un homme à la voix grave l'interpella soudainement. Il lui demanda qui elle cherchait à cette heure-ci car le quartier n'était pas sûr pour une femme seule. Nguyen se retourna et vit la première personne de ce passé lointain. Chapitre 2 – Le souffle d'octobre. L'homme se tenait à l'ombre d'un auvent, fumant tranquillement sa cigarette avec le col de sa veste remonté contre la pluie fine. La lumière d'un vieux réverbère découpait sa silhouette mais Nguyen pouvait distinguer un visage fatigué aux traits fins. Il portait un costume de coupe française qui suggérait une certaine dignité malgré son usure visible. Nguyen réalisa immédiatement la folie de sa situation actuelle. Elle portait son uniforme de travail moderne avec son chemisier blanc impeccable et son pantalon noir bien coupé. Ses vêtements hurlaient la modernité et l'efficacité d'une époque que cet homme n'avait pas encore vécue. Elle fit un effort surhumain pour se calmer et mobilisa son instinct d'archiviste. Elle choisit délibérément un ton bas et hésitant pour répondre à l'inconnu. Elle lui dit qu'elle cherchait l'allée Fudoan et qu'on lui avait dit que c'était par ici mais qu'il faisait si sombre. L'homme plissa les yeux et s'approcha pour mieux la voir. Il la regarda de haut en bas avec une confusion palpable. Il lui expliqua qu'elle était sur la rue Nguyen Du, près de l'ancien institut français où l'on garde les livres précieux. Il ajouta que ce n'était pas un endroit pour une dame seule à cette heure tardive. Ses yeux s'arrêtèrent sur l'entrée étrange derrière elle, mais il ne semblait voir qu'une porte en bois ordinaire dans l'obscurité de la ruelle. Pour lui, elle sortait simplement d'un bâtiment administratif. Il lui demanda si elle faisait partie du personnel car il ne l'avait jamais vue auparavant. Nguyen pensa très rapidement à une excuse crédible. Elle inventa qu'elle venait de province et qu'elle avait été envoyée par la famille de Madame Chi pour aider au déménagement important. Elle expliqua qu'elle vérifiait les caisses numérotées dans les caves et qu'elle s'était sans doute trompée de sortie. L'homme parut soulagé par cette explication simple. Il se présenta comme étant Luang, le gardien de nuit. Il lui conseilla de remonter car tout devait être scellé avant l'aube pour la transition politique. Nguyen se tourna vers l'ouverture et vit dans la pénombre derrière le cadre de la porte le personnel du passé. Des hommes en chemise blanche amassaient fiévreusement des liasses de papier jauni dans des malles en bois massif. Leur anxiété était presque palpable dans l'air chargé d'humidité. Elle savait qu'elle avait très peu de temps car il était déjà 19h06. Elle devait agir vite pour récupérer un document historique. Elle dit à M. Luang qu'elle avait oublié de prendre un registre essentiel des manuscrits non catalogués. Elle prétendit que Madame Chi lui avait ordonné de ne pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. Elle joua le rôle de l'employé terrifié avec brio. Luang soupira et jeta sa cigarette à terre avant de lui dire d'y aller mais de se dépêcher car le chef était très nerveux à propos de cette transition de pouvoir. Nguyen le remercia chaleureusement et s'engouffra à nouveau dans l'ouverture. Dès qu'elle franchit le seuil, l'illusion du passé se brisa instantanément. L'odeur de la bruine disparut pour laisser place à l'air sec et climatisé des archives modernes. Elle se retrouva dans le couloir de 2024. Elle se précipita vers le fond du couloir où se trouvait le coffre-fort des cartes anciennes. Elle savait que dans son présent, un certain registre n'existait plus car les archives mentionnaient sa perte mystérieuse en 1954. Elle se glissa derrière le coffre et vit une petite tablette de bois. Dessus reposait un livre de comptes en cuir marron avec un dos très usé. Elle reconnut immédiatement le registre des manuscrits indochinois. Elle prit le livre qui était étonnamment lourd. Au même moment, un bruit sourd et inquiétant se fit entendre. Elle vit que son badge en forme de lotus commençait à se rétracter de la serrure. La lumière verte clignotait frénétiquement. La porte commençait à s'intégrer à nouveau au mur de béton gris. Nguyen courut vers la porte et aperçut M. Luang de l'autre côté. Ils semblaient déjà oublier leur conversation. Nguyen se jeta à travers le passage juste avant la fermeture. L'air vibra autour d'elle avec une force électrique. Elle atterrit maladroitement sur le sol de 2024 avec le registre serré contre sa poitrine. Le silence revint brusquement.
La porte avait disparu et il ne restait plus que le mur de béton froid. Elle regarda l'heure sur son téléphone. Il était 19h10. Elle avait passé moins de 10 minutes dans l'autre époque, mais elle ramenait un trésor inestimable. Cependant, une pensée glaciale la frappa. Elle avait laissé son badge en lotus dans la serrure de l'autre côté. Elle n'avait plus de clé pour retourner dans le passé. Elle se rendit compte que le gardien Luang avait maintenant son badge en 1954. Elle regarda le livre dans ses mains. Le cuir était usé et les pages étaient jaunies par le temps. C'était un artefact réel ramené du passé. Elle avait réussi une prouesse incroyable, mais elle était maintenant coincée dans son propre temps sans moyen de revenir. Chapitre 3 – L'heure du sablier. La panique était un luxe que Nguyen ne pouvait pas s'offrir en tant qu'archiviste professionnel. Elle posa le lourd registre sur la table de tri en acier inoxydable pour l'examiner sous une lampe puissante. La lumière révélait l'état de l'objet sacré. C'était un journal écrit avec une calligraphie française élégante. Elle s'assit avec les mains tremblantes et commença sa lecture. Le livre contenait une liste détaillée de manuscrits et d'artefacts marqués d'une notation codée mystérieuse. Elle lut une inscription sur la page de garde qui parlait de la 7e heure et de l'unité perdue. L'unité perdue était sans aucun doute son badge en lotus. Elle se sentit envahie par un froid intense. Elle avait laissé le composant essentiel de cette machine temporelle en 1954. Il lui restait 45 minutes avant la fermeture automatique de la bibliothèque. Nguyen se concentra sur la traduction des notes écrites par un certain CM. Cet homme semblait très inquiet par les événements historiques de l'époque. Il mentionnait avoir caché 20 volumes au point gamma pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains du nouveau gouvernement. Il parlait d'un certain Dr Locke et d'un équilibre de la chronologie qui ne devait pas s'effondrer. Nguyen n'avait jamais entendu parler de ce Dr Locke dans les documents officiels. Le journal décrivait une dissimulation volontaire pour protéger le temps lui-même. Elle feuilleta les pages et trouva des références à la construction du mur de béton pour cacher la porte de chêne. Elle lut que CM avait confié le dispositif à Luang car le gardien était loyal et ne posait pas de questions inutiles. Elle comprit alors que Luang transportait son badge sans même savoir ce que c'était réellement. La tension de la journée commença à peser sur ses épaules. Elle se rendit compte qu'elle était impliquée dans une conspiration historique majeure. Elle regarda le mur de béton gris mais le silence était total. Elle tenta de formuler une méthode de travail pour classer ces faits extraordinaires. Elle établit que la porte exigeait la vibration de la 7e sonnerie et la présence du badge. Elle supposa que la porte pourrait réapparaître si les conditions étaient remplies à nouveau, mais sans la clé, tout était inutile. À 19h30, elle décida de quitter les lieux avec le registre caché sous sa veste. En sortant dans le Hanoï de 2024, elle fut frappée par le contraste brutal entre les deux époques. Les néons et le bruit constant l'agressaient après le calme de 1954. Elle ne dormit pas de la nuit et continua de déchiffrer le manuscrit. Elle trouva des croquis de mécanismes complexes et des équations mathématiques sur la résonance des matériaux. La dernière entrée de CM indiquait qu'il quittait le district et que la porte était scellée avec l'unité confiée au gardien pour la nuit. L'histoire allait oublier ce secret et c'était le seul espoir pour la vérité. Nguyen comprit qu'elle devait trouver de l'aide pour comprendre ces équations. Elle pensa immédiatement au professeur Han, un physicien retraité célèbre pour ses travaux sur la résonance. Il était un ancien ami de sa grand-mère et un homme de grande confiance. Nguyen prit la décision de rompre son propre silence pour la première fois de sa vie. Elle devait devenir une conspiratrice pour protéger l'histoire. Chapitre 1 – Le mur du silence. Nguyen était une femme de silence et elle chérissait ce silence de tout son cœur. Elle aimait l'odeur du vieux papier, la poussière de bois qui dansait dans les rayons du soleil et l'immobilité du temps figé au sein de la Bibliothèque nationale du Vietnam, où elle travaillait depuis 10 ans. À 32 ans, Nguyen était à la fois bibliothécaire et archiviste, un métier qui exigeait une méticulosité extrême, une patience infinie et une quasi-immunité à l'agitation du monde extérieur. La vie de Nguyen semblait encadrée par les règles immuables de la bibliothèque.
Elle arrivait chaque matin à 7h30, préparait une tasse de thé chaud et commençait sa journée par la vérification de la zone des archives spéciales au sous-sol. Ce secteur, qui abritait les documents les plus précieux et les plus rares, était son domaine exclusif, protégé par un système de serrure mécanique et un code que seul Nguyen et la directrice connaissaient. Dans cette zone des archives spéciales se trouvait un mur qui ne cessait de la préoccuper. Il se dressait au bout d'un couloir étroit, faisant face au dépôt de cartes anciennes. En soi, le mur n'avait rien de remarquable car il était en béton gris, froid, parcouru de micro-fissures presque invisibles. Mais selon le plan d'architecte le plus ancien de la bibliothèque, que Nguyen avait consulté des dizaines de fois, une fenêtre ou une ouverture d'aération aurait dû s'y trouver. Elle se répétait souvent que cela était étrange. Elle se demandait quand il l'avait muré et surtout pour quelle raison. La curiosité de Nguyen n'était pas facile à éteindre. En cette fin d'après-midi d'octobre, alors que le soleil couchant projetait des teintes orange flamboyants par l'une des hautes fenêtres, elle décida de rester plus tard que d'habitude. C'était un vendredi. La directrice était en voyage d'affaires et la plupart des employés étaient déjà partis. Nguyen sentait le silence envelopper la bibliothèque comme un épais rideau de velours, uniquement troublé par le bourdonnement lointain des ventilateurs. Nguyen était assise sur sa vieille chaise en bois, fixant le mur mystérieux avec une intensité comique. L'horloge de son téléphone affichait 18h45. Elle ouvrit son carnet où elle avait consigné méticuleusement tout ce qui concernait le mur, la température ambiante,